Kagame démasqué. Von Batten-Montagu-York promet justice aux victimes du M23. Un prestigieux cabinet juridique américain, Von Batten-Montagu-York, vient de lancer une attaque sans précédent contre Paul Kagame, l'accusant d'être le véritable parrain du M23 et promettant de tout faire pour que le président rwandais réponde de ses crimes devant la justice internationale. Une déclaration qui secoue Washington, Kinshasa et toute la région des Grands Lacs, et qui pourrait marquer un tournant décisif dans la bataille diplomatique contre l'impunité. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en pleine journée, comme à ceux qui nous écoutent tard dans la nuit. L'actualité que nous allons analyser ensemble est d'une gravité exceptionnelle et mérite toute notre attention, car elle ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo, ni uniquement le Rwanda, mais touche à l'avenir même de la justice internationale, de la stabilité régionale et du combat universel contre l'impunité des dirigeants accusés de crimes contre l'humanité. Tout est parti d'un message publié sur X, anciennement Twitter, par le cabinet américain Von Batten-Montagu-York. Ce cabinet n'est pas une petite structure marginale, mais l'un de ces acteurs puissants qui, lorsqu'ils décident de s'attaquer à une cause, peuvent changer l'équilibre politique et médiatique. Et cette fois, leur cible est claire. Paul Kagame, président du Rwanda depuis 1994, décrit comme le parrain du M23, ce groupe armé qui ensanglante l'est du Congo. L'élément déclencheur de leur sortie publique est révélateur de la brutalité cynique qui entoure ce conflit. Selon le cabinet, un internaute soupçonné d'être proche de Kagame, voire Kagame lui-même dissimulé derrière un pseudonyme, aurait ridiculisé les $750 collectés par des Congolais pour financer un événement destiné à un orphelinat accueillant des enfants orphelins de guerre. Se moquer d'une somme, certes modeste comparée aux milliards que Kagame aurait détournés, mais qui symbolise un acte de solidarité pure, c'est révéler un mépris glaçant pour les victimes. Von Batten-Montagu-York a vu dans ce geste l'occasion de rappeler que le vrai scandale n'est pas l'argent, mais le sang versé, les crimes couverts, les vies brisées. Et la formule, utilisée par le cabinet américain, a frappé comme une gifle. À Paul Kagame, $7 050 peuvent sembler insignifiants comparés aux milliards que vous auriez détournés, mais chaque dollar servira à soutenir les enfants des victimes de vos forces du M23. Par la grâce de Dieu, ce cabinet fera tout pour que vous répondiez un jour de vos crimes devant la justice. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Tous les dictateurs finissent par tomber. Ces mots, lourds d'histoire, résonnent comme un avertissement. Car oui, tous les dictateurs finissent par tomber. Cette vérité, souvent lente à se réaliser, s'est imposée de Pinochet à Milosevic, de Charles Taylor à Hissène Habré. Et aujourd'hui, c'est le nom de Paul Kagame qui se retrouve placé dans cette lignée sombre. Longtemps protégé par son image d'artisan de la reconstruction rwandaise après le génocide de 1994, Kagame a su séduire une partie des chancelleries occidentales. Mais cette façade se fissure depuis des années à mesure que s'accumulent les preuves de son implication directe dans les guerres du Congo, dans le pillage systématique des ressources et dans la manipulation politique qui consiste à instrumentaliser l'histoire du génocide pour justifier l'injustifiable. Depuis plus d'une décennie, les rapports des Nations Unies dénoncent le soutien de Kigali au M23. Des cargaisons d'armes, des uniformes, des officiers de liaison, des bases arrières. Tout prouve que le M23 n'est pas un groupe rebelle spontané, mais une extension de l'armée rwandaise.
Les ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International ont documenté les massacres, les viols collectifs, les déplacements forcés de populations commis par ce groupe. Et pourtant, malgré cette montagne d'évidence, le Rwanda continue de nier, et la communauté internationale continue d'hésiter, oscillant entre indignation verbale et inaction politique. C'est dans ce contexte que l'intervention de von Batten-Montagu-York prend tout son sens. Ce n'est pas seulement une déclaration symbolique, c'est l'annonce d'un combat juridique et politique qui pourrait, si les conditions s'alignent, ouvrir la voie à des poursuites concrètes. En effet, l'histoire récente montre que les cabinets d'avocats, lorsqu'ils s'impliquent dans des affaires de crimes internationaux, jouent souvent un rôle clé dans la constitution des dossiers, la mobilisation de l'opinion et la pression sur les juridictions internationales. Pour Kinshasa, cette sortie américaine est une bouffée d'oxygène, car depuis longtemps, les autorités congolaises se battent pour convaincre le monde que ce qui se joue dans le Kivu n'est pas un simple conflit local, mais une agression étrangère orchestrée par un État voisin. Félix Tshisekedi, malgré les difficultés, a multiplié les appels aux sanctions contre Kigali. Mais il se heurte à la frilosité de certaines puissances, trop soucieuses de préserver leurs relations avec Kigali, notamment pour des raisons géostratégiques ou économiques. L'ombre du coltan, ce minerai indispensable aux smartphones et aux batteries, plane derrière chaque négociation. La déclaration de von Batten-Montagu-York pourrait changer la donne. Elle donne une légitimité supplémentaire à la cause congolaise et oblige les capitales occidentales à sortir de leur confort diplomatique. Car il n'est plus question ici de simples accusations venant de Kinshasa, mais d'une mise en cause directe et publique formulée par un acteur américain reconnu, dans la capitale même du pays qui se veut garant du droit international. La réaction de Kigali, pour l'instant, reste le silence, mais il est probable que ce mutisme cache une grande inquiétude, car Kagame sait mieux que quiconque que la guerre se joue aussi sur le terrain de l'image et du récit. Lui qui a toujours présenté son régime comme un modèle de stabilité, un îlot de discipline dans une région troublée, voit son vernis s'effriter. Les accusations de complicité avec le M23, déjà relayées par des médias et par l'ONU, prennent une nouvelle ampleur lorsqu'elles s'accompagnent de la promesse d'une action judiciaire américaine. Il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique de cette affaire des 7 050 $. Dans un monde saturé de chiffres astronomiques, cette petite somme devient un étendard moral. Elle dit que la dignité humaine ne se mesure pas en milliards, mais en gestes de solidarité. Elle rappelle que face au cynisme des puissants, la générosité des simples citoyens a une valeur infinie. Et c'est ce contraste que von Batten-Montagu-York a choisi d'exploiter pour révéler le vrai visage du régime rwandais, un pouvoir qui méprise les victimes et instrumentalise la souffrance. À mesure que nous avançons dans cette analyse, il devient clair que ce moment pourrait être un tournant. Les prochaines semaines diront si cette déclaration reste une indignation isolée ou si elle ouvre la voie à une mobilisation plus large, entraînant des juristes, des parlementaires, des ONG et pourquoi pas, des sanctions internationales. Mais une chose est certaine, Kagame est désormais averti. L'impunité n'est pas éternelle et les dictateurs, aussi puissants qu'ils paraissent, finissent toujours par rendre des comptes. Ce récit ne fait que commencer, mais il résonne déjà comme une promesse. La justice, tôt ou tard, finira par rattraper Paul Kagame. Si l'on regarde l'histoire récente, la justice internationale n'a pas toujours été constante ni impartiale, mais elle a parfois su surprendre en renversant des équilibres que l'on croyait figés. Slobodan Milosevic, par exemple, incarnait l'homme intouchable, protégé par un État solide et une armée loyale. Pourtant,
il a fini dans une cellule à La Haye. Charles Taylor, qui régnait sur le Libéria avec ses réseaux de guerre et de diamants, a fini lui aussi devant un tribunal international. Ces précédents montrent que même si le chemin est long, la logique de l'histoire finit par rattraper les dictateurs. Paul Kagame, malgré ses appuis en Occident, ne pourra pas éternellement se protéger derrière les discours sur le génocide de 1994, pas plus qu'il ne pourra effacer les preuves accumulées contre lui par des institutions indépendantes. Car les preuves existent. Les experts des Nations Unies ont produit rapport sur rapport montrant le rôle central du Rwanda dans l'organisation, le financement et l'armement du M23. On y trouve des détails troublants, des colonnes de camions traversant la frontière, des officiers rwandais identifiés sur le terrain, des systèmes d'armement sophistiqués jamais accessibles à de simples rebelles locaux. Même les témoignages des populations déplacées confirment ces réalités. Ce sont des soldats venus de l'autre côté de la frontière, parlant Kinyarwanda et arborant un entraînement militaire digne d'une armée régulière qui sème la terreur dans les villages du Nord Kivu. Et pourtant, pendant longtemps, la communauté internationale a préféré détourner le regard. Pourquoi? Parce que Kagame a su jouer habilement de la culpabilité occidentale vis-à-vis du génocide de 1994. Il a construit une image de sauveur du Rwanda, d'homme fort ayant apporté stabilité et croissance dans un pays ravagé. À Washington, à Londres ou à Bruxelles, beaucoup de décideurs ont vu en lui un partenaire fiable, discipliné, opposé au chaos ambiant dans la région. Mais cette image, construite sur une communication sophistiquée, ne résiste plus aux faits. Les exactions du M23, qui ne sont qu'un prolongement des interventions rwandaises dans l'est du Congo depuis 1996, ont fait des centaines de milliers de victimes. Villages incendiés, femmes violées, enfants enrôlés de force. Le tableau est celui d'une tragédie humanitaire. Chaque fois que les armes crépitent au Nord Kivu, ce sont des familles entières qui doivent fuir, laissant derrière elles maisons, champs, souvenirs. Et chaque fois, les mêmes accusations reviennent. Le M23 agit avec la bénédiction de Kigali. La sortie de Von Batten-Montagu-York vient donc briser un tabou. Elle dit tout haut ce que beaucoup savaient déjà, mais n'osaient pas affirmer publiquement. Paul Kagame n'est pas un simple observateur. Il est le chef d'orchestre de la guerre par procuration menée à travers le M23. Et cette fois, les mots ne viennent pas d'un État africain accusé de partialité, mais d'un acteur américain crédible, situé au cœur du système juridique, qui peut un jour mettre en branle la machine de la justice internationale. Il faut mesurer le poids d'une telle déclaration dans le contexte géopolitique actuel. Les États-Unis traversent une période de redéfinition de leurs priorités en Afrique. Après des décennies où le Rwanda était vu comme un allié stable, Washington commence à comprendre que cette alliance a un coût. Elle entache son image. Elle fragilise ses relations avec la RDC, un pays stratégique par ses ressources. La voix de Von Batten-Montagu-York n'est pas isolée. Elle reflète aussi des débats internes à Washington, où certains estiment qu'il est temps de tourner la page Kagame et de soutenir réellement la souveraineté congolaise. Mais la bataille sera rude. Le Rwanda dispose encore de relais puissants, notamment au Royaume-Uni et en France, où certains cercles continuent de considérer Kagame comme un rempart contre l'instabilité. Ces réseaux, nourris par des contrats économiques et par des complicités politiques, feront tout pour étouffer les poursuites judiciaires. C'est pourquoi la mobilisation de la société civile, des ONG et des diasporas congolaises et rwandaises est essentielle. L'affaire des $7050 le prouve.
même de petits gestes peuvent nous servir de catalyseur pour éveiller les consciences et rallier de nouveaux soutiens à la cause de la justice. Pour Kinshasa, l'enjeu est de transformer cette déclaration en levier diplomatique. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont l'opportunité d'appuyer leurs revendications sur des paroles venues de Washington. Ils peuvent demander à l'ONU que les rapports sur le Rwanda soient non seulement publiés, mais suivis d'effets concrets, sanctions ciblées, restrictions économiques, enquêtes judiciaires. Ils peuvent aussi renforcer leurs alliances avec des pays africains, comme le Burundi, l'Afrique du Sud ou encore les membres de la SADC, afin de construire un front régional contre l'impunité de Kigali. Et il ne faut pas oublier la dimension morale de ce combat. Les Congolais, victimes de décennies de guerre, ont besoin de savoir que leur souffrance n'est pas oubliée, que les crimes commis contre eux ne resteront pas à jamais impunis, que même les dirigeants les plus protégés finiront par devoir répondre de leurs actes. La promesse de von Batten, Montagu, York, tous les dictateurs finissent par tomber, résonne comme un baume sur des blessures trop longtemps ignorées. Mais attention, Kagame ne restera pas inactif face à cette menace. On peut s'attendre à ce qu'il mobilise ses réseaux de communication, à ce qu'il multiplie les accusations de complot contre son régime, à ce qu'il se présente une fois de plus comme une victime de la diabolisation internationale. Cette stratégie, il l'a utilisée à maintes reprises. Détourner l'attention, brouiller les cartes, accuser les autres de ses propres crimes. Il est probable aussi que le M23 redouble de brutalité pour montrer sa force, comme une manière de rappeler que Kigali conserve un levier militaire sur le terrain. La question qui se pose désormais est simple. La communauté internationale aura-t-elle le courage d'aller jusqu'au bout? La promesse de justice de von Batten Montagu York peut-elle se transformer en procédure concrète devant une juridiction internationale? Les précédents existent. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone, la Cour pénale internationale. Mais la CPI a souvent été critiquée pour sa lenteur et ses choix sélectifs. Pourtant, la pression populaire, les mobilisations diplomatiques et la documentation fournie par les ONG peuvent créer une dynamique irréversible. Et si l'on se projette dans l'avenir, les conséquences pourraient être immenses. Si Kagame venait un jour à être poursuivi, ce serait un message fort pour tous les autres dirigeants qui utilisent la guerre comme outil de pouvoir. Ce serait une victoire pour les victimes congolaises, mais aussi pour l'idée même de justice internationale. Et ce serait la fin d'une époque où Paul Kagame, drapé dans son aura de sauveur du Rwanda, pouvait agir impunément au mépris du droit et de la dignité humaine. Le combat est encore long, mais la brèche est ouverte. L'histoire nous enseigne que les dictateurs tombent toujours, parfois plus tard que prévu, mais jamais sans avertissement. Ce message de von Batten Montagu York en est un, clair et retentissant. Le monde sait, désormais, et ne pourra plus dire qu'il ne savait pas. La déclaration de von Batten Montagu York contre Paul Kagame ne peut pas être considérée comme un simple coup d'éclat. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, où la question de l'impunité des dirigeants africains, en particulier ceux impliqués dans des crimes transfrontaliers, revient au premier plan. L'Afrique des Grands Lacs, marquée depuis 3 décennies par des guerres récurrentes, est au cœur de cette problématique. Si l'on prend la région dans son ensemble, la RDC n'est pas un cas isolé. Le Burundi, l'Ouganda, le Soudan du Sud et même la Tanzanie sont tous affectés par les conséquences de l'instabilité congolaise. Les flux de réfugiés, l'économie de guerre, les trafics d'armes et de minerais ont créé un écosystème où la paix durable semble presque impossible. Le Rwanda, sous Kagame,
a su tirer profit de ce chaos. Officiellement présenté comme un petit pays enclavé aux ressources limitées, le Rwanda est pourtant devenu l'un des plus grands exportateurs de coltan et d'or dans la région, alors qu'il n'en produit presque pas. Cette contradiction est l'un des secrets les moins bien gardés du continent. Les minerais pillés à l'est de la RDC traversent la frontière et sont blanchis par Kigali avant d'être exportés vers les marchés mondiaux. L'Union européenne, consciente de cette réalité, a souvent préféré se taire pour préserver ses approvisionnements stratégiques. Les grandes entreprises de haute technologie, dépendantes du coltan congolais pour fabriquer smartphones et batteries, ferment les yeux tant que l'approvisionnement continue. Cette hypocrisie est flagrante. On dénonce la guerre dans des rapports, mais on profite de ses fruits dans les usines. C'est précisément contre ce cynisme que la déclaration de von Batten-Montagu-York vient se heurter. Elle expose la réalité brutale. Kagame est le pivot d'un système qui transforme le sang des Congolais en profits internationaux. Mais au-delà de l'Europe, il faut évoquer le rôle de l'Union africaine. Cette organisation, censée incarner la solidarité entre États africains, s'est trop souvent réfugiée dans des discours creux. Face aux crises du Kivu, l'Union africaine a multiplié les appels au dialogue sans jamais imposer de sanctions sérieuses contre Kigali. Par peur d'être accusée de diviser les Africains, elle a toléré l'intolérable. Or, il est temps de dire la vérité. La solidarité africaine ne peut pas servir de paravent à des dictateurs qui détruisent leurs voisins. Si l'Union africaine veut regagner en crédibilité, elle doit suivre l'exemple de la SADC, qui s'est montrée beaucoup plus ferme en envoyant des troupes pour soutenir la RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui aussi, porte une responsabilité. Depuis plus de 20 ans, les casques bleus de la MONUC, puis de la MONUSCO, sont déployés en RDC. Leur présence n'a pas empêché le M23 de se renforcer, ni les populations civiles de subir massacres et déplacements. Les rapports de groupes d'experts onusiens sont accablants, mais ils ne débouchent presque jamais sur des mesures concrètes. Pourquoi? Parce que certains membres permanents du Conseil, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont longtemps protégé Kagame. Washington y voyait un allié stratégique, Londres un partenaire de développement. La France, de son côté, oscillait entre rivalité et rapprochement, prisonnière de son propre rôle ambigu dans le génocide de 1994. C'est ici que la déclaration de von Batten-Montagu-York prend une dimension stratégique. Elle contribue à briser cette protection diplomatique. En plaçant Kagame sur la sellette, elle oblige ces grandes puissances à choisir entre leurs discours officiels en faveur des droits humains et leurs alliances géopolitiques. Elle ouvre un espace pour que Kinshasa et ses alliés africains exigent plus que des mots, des sanctions ciblées, un embargo sur les armes, voire des enquêtes devant la Cour pénale internationale. Pourtant, il serait naïf de croire que cette promesse de justice se réalisera sans résistance. Kagame reste un stratège redoutable. Il sait utiliser la menace sécuritaire pour se rendre indispensable. Sa propagande continue d'affirmer que le Rwanda est menacé par les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé Hutu basé en RDC et composé en partie d'anciens génocidaires. En agitant ce spectre, il justifie ses interventions militaires et se présente comme un protecteur de son peuple. Cette rhétorique a longtemps convaincu ses partenaires internationaux, mais elle commence à s'essouffler. De plus en plus d'experts affirment que le danger des FDLR est exagéré et instrumentalisé pour masquer les véritables ambitions expansionnistes de Kigali. Le silence de Kigali après la sortie de von Batten-Montagu-York en dit long. Officiellement, le gouvernement n'a pas réagi, mais en coulisses, il est certain que l'entourage présidentiel
s'active pour contrer l'impact de ces accusations. Les campagnes médiatiques pro-rwandaises, souvent relayées par des ONG de façade ou des influenceurs payés, vont tenter de minimiser l'affaire. Mais la différence, cette fois, c'est que l'accusation vient d'un acteur américain puissant et respecté. Difficile de balayer cela d'un revers de main comme une propagande congolaise. Pour les Congolais, cette évolution est à la fois un espoir et un avertissement. Espoir, car la vérité sur la guerre du Kivu trouve enfin un écho international. Avertissement, car Kigali ne se laissera pas faire et pourrait chercher à intensifier ses offensives militaires pour peser dans les négociations. L'histoire a montré que chaque fois que Kagame est acculé, il choisit la fuite en avant. Plus de violence, plus de provocation, plus de manipulation. C'est pourquoi la RDC et ses alliés doivent être vigilants. Le président Félix Tshisekedi, en particulier, doit transformer ce momentum diplomatique en stratégie offensive, non pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la diplomatie, la communication et la justice. Il faut mobiliser les diasporas congolaises qui ont prouvé leur efficacité dans le lobbying international. Il faut travailler avec les ONG crédibles qui documentent les crimes, afin de constituer des dossiers solides devant la justice internationale. Et il faut renforcer les alliances régionales, notamment avec le Burundi de Ndayishimiye, qui partage avec la RDC la même inquiétude face à l'agressivité rwandaise. Car l'histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Les dictateurs tombent, mais seulement si leurs victimes et leurs opposants transforment la souffrance en organisation, la colère en action et la mémoire en résistance. Kagame sait que son régime repose sur la peur et le contrôle. Le défi est de montrer au monde que cette peur peut être brisée et que ce contrôle peut être défié. En fin de compte, la déclaration de von Batten-Montagu-York ne doit pas être vue comme une simple parole en l'air. Elle est un signal, une brèche dans le mur de silence et de complicité qui entourait Kagame. Elle est un rappel que la justice n'est pas une option, mais une nécessité. Pour les enfants orphelins de guerre, pour les villages détruits, pour les femmes humiliées, pour les millions de déplacés congolais, cette promesse doit devenir une réalité. Et si elle se réalise, elle ne changera pas seulement le destin de Kagame, elle changera le destin de toute une région, en envoyant un message clair que plus jamais les crimes de masse ne pourront être couverts par le manteau de l'impunité. En observant cette affaire, on se rend compte que nous vivons peut-être un moment charnière de l'histoire contemporaine de l'Afrique. La sortie de von Batten-Montagu-York contre Paul Kagame n'est pas simplement un épisode judiciaire ou diplomatique. C'est le signe d'un basculement profond dans la perception du pouvoir et de la responsabilité sur le continent. Pendant trop longtemps, les dictateurs africains ont pu s'abriter derrière le silence international, l'oubli volontaire ou l'argument commode de la souveraineté nationale. Pendant trop longtemps, la souffrance des peuples a été diluée dans des rapports sans suite, dans des promesses creuses et dans des jeux d'alliances géopolitiques. Mais la vérité, elle, ne disparaît jamais. Les fosses communes de l'Est de la RDC continuent de parler, les cicatrices laissées sur le corps des femmes violentées continuent de témoigner, les enfants orphelins continuent d'interpeller la conscience humaine. Et aujourd'hui, cette vérité trouve enfin une voix, relayée par un acteur américain qui dit clairement « Kagame devra un jour répondre de ses crimes ». Pour le peuple congolais, cette déclaration a une valeur symbolique immense, car il ne s'agit pas seulement de pointer un coupable, il s'agit de reconnaître que leur douleur est légitime, que leur combat est juste, que leur mémoire mérite respect. Les Congolais n'ont cessé de rappeler au monde que ce qui se passe au Kivu n'est pas une crise locale,
mais un véritable génocide à répétition. La reconnaissance de cette vérité est un premier pas vers la justice, mais aussi vers la guérison d'un peuple trop longtemps blessé. Il faut également souligner que cette promesse de justice dépasse les frontières de la RDC. Elle concerne toute l'Afrique. Car Kagame n'est pas un cas isolé. Il incarne une génération de dirigeants qui ont bâti leur pouvoir sur la guerre, le pillage et la peur. En promettant que tous les dictateurs finissent par tomber, von Batten-Montagu-York adresse un avertissement à tous ceux qui, aujourd'hui encore, utilisent les mêmes méthodes pour maintenir leur emprise. Cet avertissement peut être entendu à Kampala, à N'Djamena, à Khartoum, à Brazzaville et ailleurs. C'est là que réside l'enjeu panafricain. L'Afrique ne pourra pas avancer tant qu'elle restera prisonnière de ces régimes autoritaires qui instrumentalisent la souveraineté pour couvrir leurs crimes. Le véritable panafricanisme ne consiste pas à protéger les dictateurs, mais à protéger les peuples. Il ne consiste pas à fermer les yeux sur les violences entre voisins, mais à construire une solidarité authentique fondée sur la paix, la justice et le développement partagé. Dans ce sens, la RDC joue un rôle central. Sa résistance face aux agressions extérieures, son refus de céder le Kivu, son insistance à dénoncer le rôle du Rwanda sont une leçon pour toute l'Afrique. Tshisekedi, malgré ses limites, incarne aujourd'hui une ligne de fermeté qui inspire d'autres pays, comme le Burundi de Ndayishimiye, à dire non à l'expansionnisme rwandais. C'est cette cohésion régionale, renforcée par le soutien de la SADC et par la mobilisation citoyenne, qui peut un jour isoler Kagame et mettre fin à son pouvoir d'intimidation. Mais pour que cette promesse de justice se réalise, il faut que chaque acteur joue son rôle. Les diasporas africaines doivent continuer à dénoncer, à documenter, à interpeller les gouvernements occidentaux. Les ONG doivent persévérer dans la collecte des preuves et dans la sensibilisation internationale. Les États africains doivent dépasser la peur de froisser un collègue et affirmer que l'impunité n'a plus sa place. Les institutions internationales doivent enfin traduire leurs rapports en sanctions concrètes. Et surtout, les peuples doivent garder la mémoire vivante, car c'est la mémoire qui empêche l'histoire de se répéter. C'est la mémoire des millions de Congolais tués depuis 1996 qui donne sens à ce combat. C'est la mémoire des veuves, des orphelins, des déplacés qui alimente la flamme de la justice. Tant que cette mémoire sera portée haut, aucun dictateur ne pourra dormir tranquille. La promesse de von Batten-Montagu-York, tous les dictateurs finissent par tomber, n'est pas seulement une phrase destinée à Kagame. C'est une vérité universelle, une prophétie politique qui s'est réalisée encore et encore dans l'histoire. Et si elle s'accomplit demain à Kigali, ce sera une victoire non seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique. Une victoire pour l'idée que la justice est possible, que la dignité humaine n'est pas négociable et que la paix véritable ne peut jamais être bâtie sur le mensonge et le sang versé. Ainsi, en regardant vers l'avenir, nous devons comprendre que ce combat dépasse un homme, un pays ou une région. Il s'agit de redéfinir ce que signifie gouverner en Afrique au XXIe siècle. Gouverner, ce n'est pas soumettre par la peur, mais servir par la justice. Gouverner, ce n'est pas accumuler des richesses volées, mais bâtir des sociétés où chaque enfant peut grandir sans craindre les balles des milices. Gouverner, ce n'est pas prolonger la guerre, mais préparer la paix. Et c'est dans cette vision que s'inscrit la promesse de justice. Elle n'est pas une fin en soi, mais un début. Le début d'une Afrique où l'on pourra enfin dire « plus jamais ça ». Plus jamais de Kivu transformé en champ de mort. Plus jamais de peuples sacrifiés pour le coltan. Plus jamais d'impunité
pour les dirigeants criminels. Alors que ce message soit entendu dans chaque village du Congo, dans chaque capitale d'Afrique et dans chaque chancellerie du monde, le temps de l'impunité est compté. Paul Kagame, comme tous les dictateurs avant lui, devra un jour répondre de ses actes. Et ce jour-là, ce sera une victoire pour les victimes, pour la justice et pour l'Afrique entière.